moi, c'est ce qui me frappe vraiment, c'est le côté simple. Tu vois, comme dirait Napoléon à Austerlitz, c'est simple et c'est pour ça que c'est imparable. C'est simple, les droits de douane. Je sais que Trump, il est jacksonien et que Andrew Jackson, il adorait les droits de douane. Et puis bon, ils ont le plus gros marché du monde, les mecs. Et puis le fait surtout d'être un État qui exportait du dollar, bah, ça veut dire quoi exporter du dollar? Ça veut dire que tout le monde exporte chez eux, du coup. Donc ils sont centraux, ils sont too big to fail. Et les gens peuvent pas boycotter les États-Unis, tu vois. La Chine, elle peut pas boycotter les États-Unis. Donc les droits de douane, ça a transformé toutes les faiblesses américaines en force. Et même les multinationales qui, en plus, étaient complètement opposées à Trump. Je veux dire, Apple, ils ne sont pas du tout contents que Trump soit élu. Pareil pour Google. D'ailleurs, on rappelait qu'il appelait ça Rig Tech. Hein. C'est Béatrice Rosen qui nous avait expliqué ça dans son dernier passage. Rig Tech, donc les gros géants de la tech, Big Tech et Rig, ça veut dire les truqueurs, ceux qui truquent les élections, ceux qui truquent les sondages, ceux qui truquent l'information. Et ben, il les a tous mis au pas. Ah, les gars, ils cherchent plus à l'entraver, hein, ils cherchent juste à sauver leur peau. Et ils peuvent rien faire. Moi, pardonne-moi, mais il y a quelque chose de génial là-dedans. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je vois quelque chose de génial dans le fait d'avoir mis au pas tous les géants de la tech, de leur avoir collé des impôts que même Bernie Sanders n'aurait pas réussi à faire ça. Même le Mélenchon américain n'aurait pas réussi à t'imposer des taxes, à te faire des prélèvements obligatoires sur les Magnificent Seven. Mais corrige-moi, hein, tu peux évidemment contredire tout ce que j'ai raconté. Je ne contredis pas, mais je rappelle que Trump leur avait fait un fantastique cadeau lors de son premier mandat, tout de suite après sa grande réforme fiscale, et ça faisait partie d'ailleurs, c'était peut-être la cerise sur le gâteau. Toutes les grosses boîtes, à l'époque c'était donc les GAFAM, ça existait déjà, hein, du temps du premier mandat, eh bien, il leur avait permis ou leur avait fait une sorte d'amnistie. Tout l'argent qui avait été stocké dans des paradis fiscaux, notamment en Irlande, naturellement, en premier lieu, de rapatrier ces sommes et de n'écoper que d'une taxe de 10%, ce qui était carrément mais un cadeau fantastique. Et c'est ainsi qu'on a vu les Big Five rapatrier pas mal d'argent sur les US. Donc aujourd'hui, ce sont peut-être surtout Amazon et peut-être Google qui vont souffrir. Bon, Google parce que les Google Ads, à mon avis, ça va devenir plus compliqué. Il y aura moins de gens pour les acheter. Amazon, quand on voit ce qui est arrivé à Alibaba ce matin, hein, ça a perdu plus de 12%, je crois, à Hong Kong. On a quand même là un sacré coup de massue, hein, sur des boîtes qui importent beaucoup de Chine. Donc là, il y a quelque chose qui est effectivement en train de se passer, mais c'est quand même en dernier ressort le consommateur qui va payer la note. Hein. Parce que si vous avez consomme local, toujours pareil. Enfin, voilà, mais là actuellement, demain, il va pas y avoir un Shein ou un Temu américain qui fabrique des t-shirts à 2,40 $. Ça va pas arriver. Comme tu le sais, alors je ne veux pas être contrarien, mais comme tu le sais, tout l'enjeu, c'est de dire, en fait, tu sais, par exemple, alors je vais faire un cas extrême. Aux États-Unis, en Californie, tu as une marque culte, j'ai oublié son nom, dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Tu as une marque culte, vraiment, elle a un culte absolu, qui te fait des t-shirts à 500 balles. Mauvais exemple, hein, parce qu'un t-shirt à 500 balles, voilà, l'américain moyen, il peut clairement pas se payer ça, et en un sens, tant mieux. Mais par contre, alors c'est le t-shirt de la mort que tu gardes toute ta vie, tu vois. Donc, tu le payes 500 balles, mais tu l'amortis sur 15 ans par rapport au t-shirt chinois Temu à la con, qui sera déjà troué, et qui aura niqué l'environnement, qui sera dans un coton pourri, etc., etc. Donc évidemment, tout l'enjeu, c'est de dire, t'achètes moins, mais qualitatif, made in USA. Pareil pour les véhicules. Une Tesla, tu l'amortis en 10 ans. Tu peux l'amortir en 10 ans, même avec les différentiels de coûts de carburant, d'entretien. Une Tesla s'entretient très peu. Et une Tesla, elle te fait 10 ans sans problème. Tu peux changer la batterie, mais il n'y a pas de souci. Donc la vraie question, c'est quand même un coût de 20 000 $. Hein. Ouais, c'est 20 000 $ pour changer la batterie, mais 20 000 $ en 10 ans, ça passe complètement de nos jours, tu vois. Donc, bon, la question, c'est ça. Est-ce que Trump n'est pas en train de dire, acheter américain, un produit qui va durer plus longtemps, qui va coûter plus cher, mais qui va durer plusieurs années par rapport à un t-shirt Temu à la con, auquel cas la substitution locale est possible. Je ferme cette parenthèse.
Moi, ce que je pressens, hein, c'est que les ventes de Temu et Shine, évidemment, vont plonger et que les consommateurs américains vont peut-être effectivement se retourner, alors je ne sais pas, vers des produits venant d'Amérique du Sud, pas du Mexique et du Canada, parce que là, les droits de douane sont de 25. L'Amérique du Sud, là, ce qui vient d'être annoncé hier, c'est un cadeau fantastique. Je veux dire qu'aujourd'hui, si j'étais investisseur et que je me dis, ces tarifs, ils vont rester comme ça pendant 4-5 ans, c'est fantastique. Brésil, Argentine, Uruguay, Chili, C'est un Pérou cadeau qui leur sont fait. soit des fournisseurs de matières premières, hein, soit des fournisseurs de produits agricoles en quantité gigantesque. Aujourd'hui, l'Amérique du Sud, c'est l'endroit où on peut produire sans taxe. Hein. C'est quand même extraordinaire. Si les Brésiliens se font conseiller par les Chinois, ils vont peut-être être capables d'ici 2 ans d'alimenter les États-Unis en textile bon marché et qui ne sera pas taxé. Mais la question est de savoir, est-ce que Trump va pas se dire dans 2 ans, ah là là, les Brésiliens, les Argentins, là, vous mettez à faire comme les Chinois et les Vietnamiens, donc boum, je vous en colle une aussi. Il y a ça, c'est l'imprévisibilité de Trump. C'est ça aujourd'hui qui également perturbe les marchés. C'est de se dire, bon là, aujourd'hui, on a eu le droit aux tarifs. C'est quoi le prochain coup? Qu'est-ce qui va nous sortir? Et est-ce que ces tarifs, c'est quelque chose sur lequel on peut bâtir des scénarios? Comme je parlais du chef d'entreprise qui se dit, est-ce que je rapatrie aux États-Unis ou est-ce que j'attends les midterms si jamais Trump se fait bouler, on revient comme avant? Il y a beaucoup de choses comme ça qui relèvent de la vraie stratégie. Mais dans l'immédiat, ce que je vois, c'est que le consommateur américain va être confronté à une hausse des prix. Une hausse des prix importés. Donc, il va y avoir pour le consommateur une perte de pouvoir d'achat. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez paradoxal, puisque Trump s'est fait élire en disant, regardez, les démocrates, ils n'ont pas su gérer la hausse de l'inflation, ça vous a mangé votre épargne, les démocrates n'ont pas su défendre le retraité, etc. Et puis aujourd'hui, c'est lui qui fait que ce pouvoir d'achat va être de nouveau mis à mal, hein, et dans des proportions importantes, parce que si les taxes qui frappent les produits chinois, c'est de 58%, hein, les 20% taxes fentanyl, plus les 38% qu'il annonce hier, le consommateur, là, il en prend plein la poire. Donc ça, c'est un problème, c'est un danger. Et la deuxième chose, puisque tu disais, Trump, il a dégainé un seul à tout mettre et il change tout le jeu. Oui, d'accord, mais les Américains ont essayé ça en 1930, quand ils se sont trouvés donc avec ce krach bancaire, parce que 1929, c'est d'abord un krach du système bancaire. Ils ont mis des droits de douane, ça n'a fait que aggraver la crise. Alors attention, ils ont effectivement baissé les droits de douane après le début de la crise, mais là, est-ce que la hausse des droits de douane ne va pas déclencher une crise? C'est un questionnement que j'ai. On se le disait avant l'émission, je n'ai pas forcément la réponse. Mais je me dis que dans l'histoire, les hausses de tarifs douaniers, ça n'a jamais, pour l'instant, débouché sur un avenir radieux pour les économies et pour les épargnants. Voilà ce que je... Donc en gros, ce que tu dirais, c'est que Trump, il a l'air sûr de lui, mais c'est peut-être quand même un peu par connerie, quoi. Ou bien par make-believe, en mode, allez, je pose mes coronesses sur la table, je pose ces droits de douane, je montre que je suis déterminé, et on passe en force, quoi. Il y a une partie de wishful thinking. Bon, après, c'est aussi Trump, donc il annonce, il tape fort au départ, et on sait qu'après, il y aura des négociations. Hein, que les taxes sur les produits helvétiques, c'est aujourd'hui 31%. Bon, on comprend bien qu'il y aura certainement des négociations par la suite, mais ça va pas changer fondamentalement son logiciel, qui est que les droits de douane doivent permettre de compenser les déséquilibres
commerciaux et remplir les caisses de l'État. Donc c'est le coup double. Hein. D'une part, je commence à réduire les déficits américains, ce que les démocrates, évidemment, n'ont jamais essayé de faire. Et deuxièmement, je vais essayer de rétablir les équilibres. Mais là, je pense que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, je vais m'expliquer. Là, les tarifs annoncés mercredi soir, il y a un tableau et il explique, voilà, j'ai pris les droits de douane qu'on nous applique et moi, je suis gentil, je fais juste 50% des droits de douane que nous, on subit. Ben, c'est faux et c'est très, très facile à démontrer. Par contre, ce que l'on voit bien, et là, ça fonctionne à 100% pratiquement sur les 150 pays qui se prennent des droits de douane supérieurs à 10%, on s'aperçoit que c'est quoi le montant du droit de douane? Eh bien, c'est effectivement la médiane du différentiel entre les imports et les exports. Ça, c'est un point sur lequel que tu dois préciser, parce que c'est vrai que les gens ne comprenaient pas quelles étaient ces valeurs de tarifs douaniers qui étaient présentées par les États-Unis. En plus, il y avait marqué, par exemple, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, ou même un territoire où il y a que des pingouins. Alors en fait, ils ont juste pris, là, comme tu le disais, le déficit commercial en pourcentage, ils l'ont divisé par 2. Tous les gens avec qui ils n'étaient pas en déficit, ils ont mis 10%, histoire de dire, quoi, voilà, allez, on vous colle 10%, puis vous vous en tirez bien. Mais donc concrètement, c'est ça. Il a pris le déficit commercial secteur par secteur qu'il a avec même des territoires français, parce que j'imagine que le département du commerce les compte comme ça, Saint-Pierre-et-Miquelon pour la morue, ou autre, ou le homard d'ailleurs. Et voilà, et donc il a pris le déficit commercial, il l'a divisé par 2. Donc c'est pour ça que par exemple les Algériens ne comprenaient pas quel était ce tarif qui sortait de nulle part. Et maintenant c'est plus clair, on est d'accord? J'ai bien résumé, si tu peux nous expliquer ça tranquillement. Ben c'est ça, si par exemple on regarde les échanges américano-vietnamiens, on va les réduire à une colonne de 100, ben on s'aperçoit que 90% des produits vietnamiens sont importés, enfin sont exportés vers les États-Unis, et que le Vietnam en importe 10. Donc voilà, hein, c'est 90 divisé par 2 égale 45, plus 1% de bonus, et on a ce qui frappe le Vietnam. Alors, je veux dire que là, les investisseurs, ils ont bien compris. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, la bourse vietnamienne, elle existe, hein, elle perd 10%. Voilà, et je pense que c'est malheureusement pas terminé. Donc, tous les pays avec lesquels il y a des déséquilibres et que Trump espère les réduire, mais c'est tellement abyssal que c'est quasiment pas envisageable. Et puis bon, les États-Unis fabriqueront jamais les mêmes choses qu'au Vietnam au prix vietnamien. C'est totalement illusoire. Alors, ce qui serait bien, c'est que les Vietnamiens, effectivement, voient leur pouvoir d'achat progresser pour pouvoir acheter éventuellement des produits américains. Il n'y a pas grand-chose que les Vietnamiens puissent acheter aux États-Unis. Par contre, ils peuvent effectivement s'abonner à Netflix, à d'autres, Disney, du streaming, tout ce que vous voulez. Ils peuvent peut-être également conclure des abonnements pour de l'IA, etc. C'est tout à fait possible. Il y a du service que les États-Unis peuvent exporter. Mais revenir de 90 à 50-50, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et si, par exemple, vous voyez la Suisse, pourquoi les Suisses se prennent 31%? Bah, tout simplement parce que ils exportent énormément de médicaments vers les États-Unis. Ouais. Avant que les États-Unis soient capables de produire les mêmes médicaments qu'en Suisse, il va encore couler de l'eau sous les ponts. Alors, heureusement, Trump va pas appliquer 31% aux médicaments importés de Suisse, sinon les coûts de la santé vont exploser. Enfin, vous voyez le raisonnement. Donc, il n'y aura pas de rééquilibrage avec l'industrie pharmaceutique helvétique. Il n'y aura pas de rééquilibrage avec les fabricants d'essuie-glaces vietnamiens ou les fabricants de baskets, etc. Donc, il y a quand même une part, je ne dirais pas d'angélisme, voire de naïveté, voire de simplisme. C'est ça que j'aime pas beaucoup, parce qu'on n'est quand même pas dans un monde où on peut résoudre des problèmes complexes avec des solutions simplistes. Oui, mais on peut voir ça sous un autre angle, qui est d'abord que Trump a rappelé au monde entier que les États-Unis étaient puissants, puisque quel pays peut faire trembler la terre entière avec ses droits de douane? Même la Chine
peut pas faire trembler le monde entier. Là, tu dis panique au Vietnam. Le Canada et le Mexique, d'ailleurs, étaient en plein mode fuck around and find out, le fameux FAFO. Donc, joue au con et tu vas comprendre. Fuck around, find out, joue au con et tu vas comprendre. Donc, on rappelle quand le président colombien avait refusé de reprendre l'équivalent des OQTF, qui étaient pour des narcos, des mecs très dangereux. Trump avait dit sur un green de golf, allez, on va vous coller 25% de droits de douane pour commencer, puis on verra plus tard. Enfin non, je crois que c'était du 100% pleine tête. Quand le président colombien, évidemment, s'était couché, Trump avait posté sur son réseau social Truth Social une image de lui déguisé en parrain de la mafia avec marqué #FAFO, fuck around and find out. Bon, personne peut recadrer le monde entier comme les États-Unis, alors qu'ils sont surendettés, alors qu'ils sont désindustrialisés, alors qu'ils ont perdu la guerre en Ukraine. Là, il a quand même envoyé le message, pardon d'utiliser encore des anglicismes, mais vous allez comprendre, who's your daddy, quoi. Là, c'était le revers patriarcal, la petite fessée qui va bien. Aucun pays au monde ne peut faire une who's your daddy à la terre entière. On est quand même d'accord là-dessus. Donc, en termes de, tu sais, de symbole de puissance, Tywin Lannister dans Game of Thrones, tu vois, symbole de puissance, qui c'est le patron, tu vois. Quiconque doit dire que c'est lui le roi n'est pas le vrai roi. Bon, il n'a pas eu à dire qui était le roi, là. Il a juste balancé des tarifs douaniers dans tous les sens. Il a laissé tout le monde récupérer ses esprits. Et il s'est même passé un truc complètement dingue qu'on ne souligne pas assez. Il a réussi à faire s'allier 3 ennemis jurés en Asie, la Chine, la Corée et le Japon, qui ont décidé de faire front commun dans la négociation de la réciprocité de leurs tarifs douaniers. Ça, toi et moi, on a quand même un peu de bouteille. Jamais dans les livres d'histoire ou dans les livres de géopolitique, on avait sur notre carte de bingo, le Japon, la Corée et la Chine vont négocier ensemble des tarifs douaniers avec les États-Unis. On est d'accord. On est dans un truc sans précédent. Ils vont non seulement effectivement s'unir pour faire un peu pression, mais ils vont surtout entre eux décider de pratiquer un libre-échange optimal. Et c'est là que je vois un peu aussi le danger, c'est que si on rajoute la Russie, qui est le fournisseur de matières premières et d'énergie de la Chine, vous voyez un petit peu cet ensemble, Russie, Chine, Corée, Japon, ils sont autonomes sur le plan technologique, ils sont autonomes sur le plan énergétique, gaz, pétrole en quantité illimitée provenant de Russie. Ils sont autonomes en termes maintenant de machines-outils, ils n'ont plus besoin des Allemands. Ça aussi, c'est un des gros drames qui va se poser à l'Allemagne. Et ils ont un marché intérieur qui frôle les 2 milliards de personnes. Et je dirais que cet ensemble-là peut presque fonctionner de façon autonome. Donc, les États-Unis, effectivement, se permettent des choses parce qu'ils ont un marché intérieur qui leur permet de survivre. Ils ont du pétrole, du gaz. Si on n'a pas d'énergie, on n'est rien. Et l'Europe, maintenant, l'a bien compris depuis 3 ans. Donc, ils ont au moins l'énergie. Ils ont un marché intérieur, des gens avides de consommer. Ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, l'ensemble Chine, Corée, Japon, je dirais que c'est même au-dessus. Et les États-Unis restent très dépendants de la Chine pour les terres rares et pour des tas de composants de batteries qu'ils ne fabriquent pas. Ils essaient de se rendre indépendants avec le Groenland d'une part, qui a beaucoup de terres rares. Alors techniquement, les États-Unis... Il faut les exploiter au Groenland. Hein. Voilà, mais ils ont... J'y ai fait un tour il y a 4 ans. Les conditions d'extraction. À côté, la Sibérie, c'est les Côtes d'Azur. Hein.